Bonjour à tous et merci de nous préférer sur BB24. Voici le sommaire de ce 12h45. Elle n'est pas produite dans les conditions optimales de sécurité, mais elle étanche la soif. Malheureusement, elle serait mauvaise pour la santé. L'eau conditionnée appelle à de meilleures conditions de production. C'est un genre journalistique qui se caractérise par la durée du travail sur un même sujet et par des recherches approfondies. C'est le journalisme d'investigation qui se pratique très peu au Bénin. Pourquoi? C'est à savoir. Et enfin, cet art martial serait d'origine afro-brésilienne. Elle aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains au temps de l'esclavage au Brésil. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. Vous en consommez presque tout le temps, l'eau conditionnée en sachet. Et pourtant, elle n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Et d'ailleurs, les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Et pour donc éviter ces cas de maladie, les acteurs de ce sous-secteur sont sensibilisés. Suivons plutôt. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Parlons à présent du journalisme d'investigation. C'est un genre journalistique qui exige du professionnel des médias une capacité à interroger plusieurs sources et spécialistes pour obtenir une information vraie et vérifiée. Sur les sujets d'enquête notamment, au Bénin, ce genre journalistique est très souvent délaissé. Quelles sont donc les contraintes qui émoussent l'engagement des professionnels des médias béninois à s'investir dans le journalisme d'investigation? Patrick Adiagbodjou et Louis Koudogbo ont posé la question au directeur de publication du quotidien Fraternité. Quand vous êtes déjà journaliste, il y a plusieurs spécialisations. Et on peut choisir de ne faire que des investigations. Les pays où les journalistes font beaucoup de sujets d'investigation et donnent des résultats, je pense que ces pays sont même plus dangereux que le nôtre.
Notre pays n'est pas si particulier. La particularité du Bénin, c'est peut-être la difficulté d'accès aux sources ou bien la résistance des acteurs à livrer la vérité. Même il semble qu'il y a une difficulté beaucoup plus objective qu'on ne voit pas. Ce sont les liens incestueux que nous avons entre nous. Nous sommes toujours le cousin du frère, de la belle-sœur de tel. Nous avons toujours telle amitié avec tel, bien la belle famille a telle amitié avec tel, bien les parents ont telle relation avec tel. Et quand vous fouillez, vous allez, vous faites un pas. De part, vous voyez ça, vous vous rendez compte que telle personne est liée à moi d'une telle manière, je risque de griller ses intérêts. Vous faites demi-tour, vous allez de ce côté, c'est pareil. C'est cela qui paraît, à mon avis, le frein le plus important dans notre contexte. Vous voyez, vous êtes sur un sujet, vous allez voir quelqu'un, vous posez des questions, il sent que vous êtes proche de la vérité, que ça peut le déranger. Il s'arrange pour trouver des gens qui sont proches de vous, des gens influents, qui peuvent vous parler et vous faire renoncer à votre sujet. Donc, il me semble que beaucoup plus l'interventionnisme et ce que je qualifie de relations incestueuses sont davantage des freins à l'épanouissement du journalisme d'investigation chez nous, plutôt que la question des moyens. On n'est pas non plus tenu de prendre des sujets à haut risque. Non, on peut prendre de petits sujets qui recèlent beaucoup de vérités, mais qui ne sont pas révélés. Et progressivement, on monte. Je pense qu'en procédant ainsi, le journalisme d'investigation peut avoir de beaux jours. Mais quand on veut forcément aller vers des sujets hautement politiques, hautement sensibles, ce n'est pas évident qu'on parvienne à des résultats intéressants. On peut aller un peu loin et faire demi-tour. Mais quand c'est des sujets de société, des sujets économiques, des sujets dignes d'intérêt, mais qu'on camoufle, je pense qu'on peut exceller dans ce genre-là, dans notre pays, quelles que soient les difficultés. C'est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. On parle là de la capoeira, un moyen d'expression de mouvement de corps des esclaves pour camoufler leurs plans pour affronter les colons ou pour s'évader justement des plantations de canne à sucre. Lazare Migan et Louis Koudogbo nous font découvrir cette discipline. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers la danse les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à deux dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique. Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux, c'est la capoeira qui a été présente pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. En nouvelle brève à présent, le Gabon a décidé d'interdire pendant 15 jours la pêche et la commercialisation de la carpe après la découverte de ces poissons morts dans les lacs de l'Ogoué, le deuxième fleuve le plus long d'Afrique centrale, après celui du Congo. Selon un communiqué officiel, cette prolongation fait suite à la découverte de nouveaux foyers. Aussi, les équipes scientifiques mobilisées ont souhaité approfondir leurs travaux pour écarter avec exactitude
attitude, tout risque pour la population, explique la note. Déjà, les résultats des analyses diligentées par l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire ont permis d'écarter l'hypothèse d'une contamination d'origine chimique liée aux pesticides, engrais et autres métaux lourds. Au Sénégal, à présent, 2 instruments de base nécessaires à l'assainissement et au développement du secteur du tourisme ont été validés. Il s'agit du projet de loi portant code du tourisme et relance du Conseil sénégalais du tourisme. Le bureau du Conseil, justement, a été à cet effet installé. Sa mission est de se pencher sur les stratégies à mettre en place pour un rayonnement et une bonne gouvernance du tourisme. Suivons plutôt. Moteur de croissance économique, le tourisme a besoin d'un outil de pilotage, mais aussi d'un cadre législatif. Une structuration qui permettra l'acquisition de parts de marché, aussi la création d'emplois, entre autres avantages. Je faisais partie du premier bureau du Conseil national, mais qui a été confronté très rapidement à un problème de logistique. Finalité, ça n'a pas pu fonctionner. Et nous sommes heureux aujourd'hui que le ministre du Tourisme, nouvellement installé, prenne la décision de réinstaurer, de réorganiser le nouveau conseil. Donc il était important justement de faire cette rencontre inclusive qui réunit les services de l'État, mais également le secteur privé, les bailleurs de fonds, pour qu'ensemble nous puissions disposer d'un espace de concertation qui sera formalisé dans le cadre du Conseil national du tourisme, mais également de nouveaux textes de loi. Le projet de loi portant code du tourisme prendra en charge beaucoup d'obligations régies par le secteur et souvent négligées par les acteurs. Ce nouveau code intégrera aussi un fonds de financement du secteur touristique qui va utiliser justement des financements alternatifs, aussi bien au niveau national qu'international, pour injecter massivement des fonds d'investissement dans le secteur touristique. Ce nouveau projet de texte également va aussi rationaliser les commissions qui gèrent le secteur. La commission qui s'occupe des agences de voyage sera fusionnée avec celle qui s'occupe des classements d'établissements touristiques pour avoir une même commission qui pourra travailler de manière beaucoup plus diligente. Ce code aussi intègre le code pénal adapté au tourisme qui permet justement à ce que le secteur soit mieux assuré, mieux garanti. Un appel est lancé au secteur privé pour faire de ce Conseil sénégalais du tourisme un espace de concertation, mais également d'action pour l'atteinte de 10 millions de touristes à l'horizon 2035. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.